Je suis Madison Clark, 29 ans, et je viens d'arriver de Francfort. J'avais passé une semaine à conclure la plus grosse affaire de ma carrière. Je me sentais invincible. J'ai conduit ma voiture de location de l'aéroport de Denver directement à la maison de mes parents. Je n'étais pas là pour les voir. J'étais là pour récupérer ma voiture, ma Dodge Challenger noire, la voiture de mes rêves, celle que je gardais dans leur garage pendant mes voyages. J'ai cliqué sur le bouton d'ouverture de la porte du garage. La porte s'est lentement levée, révélant un espace vide. Juste un sol en béton et une légère tache d'huile à l'endroit où ma voiture aurait dû être. Ma voiture avait disparu. Mon cœur s'est arrêté. Je suis entré dans la maison, mon sac de cabine tombant sur le sol. Ils m'attendaient, ma mère, mon père et ma sœur allaient. Ils étaient assis à la table de la cuisine comme des juges, leurs visages inexpressifs. Ils n'étaient pas surpris de me voir. Ils attendaient de prononcer une sentence. Ce qu'ils ont avoué dans cette cuisine n'a pas seulement brisé ma confiance. Cela a redéfini ce que signifiait la famille, et cela m'a montré que je n'en faisais pas vraiment partie. Cette Challenger n'était pas un jouet. Ce n'était pas un cadeau. C'était 6 ans de ma vie. Je travaille chez Bridgewater Consulting. C'est un travail très stressant. Je gère des comptes internationaux. Cela signifie que je suis toujours dans un avion, toujours en réunion et toujours sur mon téléphone. Mes semaines ne font pas 40 heures. Mes semaines font 70 ou 80 heures. J'ai mangé plus de dîners à emporter devant mon clavier que je ne peux en compter. J'ai manqué des mariages. J'ai manqué l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie Jessica à Vegas. J'ai sauté des vacances alors que d'autres personnes de mon âge voyageaient pour le plaisir. Je voyageais pour le travail, Francfort, Londres, Tokyo. J'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai gravi les échelons. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais je n'avais pas le temps de le dépenser. Mon grand-père, Walter Clark, était le seul qui me comprenait. Il est décédé il y a 3 ans. Il était le père de mon père, mais il ne ressemblait en rien à mon père. Il était calme, fort et il me voyait. Quand j'étais petite, il m'emmenait dans son garage. Ça sentait la sueur et l'huile de moteur. Il m'a appris à changer un pneu. Il m'a appris à vérifier l'huile. Il pointait du doigt son vieux camion restauré et souriait. Ces machines ne sont pas que du métal, m'a dit, me disait-il en essuyant la graisse de ses mains. Ce sont la liberté. C'est la preuve. Tu travailles dur pour quelque chose, tu le construis, tu le gagnes. Tu mets ton rêve dans quelque chose de solide que tu peux toucher. Il était le seul à voir mes longues heures comme de l'ambition. Il voyait mes sacrifices comme de la force. Mes parents voyaient juste mon travail comme une excuse pratique pour eux. Oh, Madison ne peut pas venir. Elle travaille. Quand grand-père Walter est mort, il m'a laissé un peu d'argent. Pas une fortune, mais assez. Il a laissé la même somme à Alec. Elle a dépensé la sienne pour un voyage en Europe et une nouvelle garde-robe. J'ai mis le mien dans un compte d'épargne à haut rendement. J'ai ajouté à cela. Chaque prime, chaque chèque d'heure supplémentaire, je l'ai mis de côté. J'avais un objectif. J'économisais pour cette Dodge Challenger noire. C'était la voiture dont lui et moi parlions toujours. Elle était puissante. Elle était américaine. C'était tout ce que j'avais gagné. Le jour où je l'ai finalement acheté, je suis allé seul chez le concessionnaire. J'ai payé en espèces. J'ai signé les papiers et le vendeur m'a remis les clés. Je me suis assise sur le siège du conducteur. J'ai senti le cuir neuf. J'ai vu le visage de mon grand-père dans mon esprit. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je l'avais fait. J'avais rendu mon rêve solide. C'était à moi. Dans ma famille, mes rêves étaient toujours jetables. Les rêves d'Alec étaient ce qui importait. Je me souviens du 16e anniversaire d'Alec. Mes parents ont organisé une énorme fête dans le jardin. Il y avait au moins 40 personnes. Ils ont engagé un DJ. Ils ont loué une tente. Ils avaient un gâteau qui était plus grand qu'elle. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine. J'avais 17 ans et je lavais la vaisselle du traiteur. Mon propre 16e anniversaire avait eu lieu 3 mois plus tôt. Je l'ai passé à travailler 6 heures au centre commercial à vendre des bretzels. Quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a tendu un cupcake de l'épicerie. Nous célébrerons une autre fois, ma chérie, a-t-elle dit.
C'est un peu serré en ce moment. Ce n'était pas serré. Ils économisaient juste pour la fête d'Alay. Quand Alay a obtenu son diplôme d'études secondaires, ils ont loué une limousine blanche. Mon père, ma mère, ma tante et mon oncle se sont entassés avec Alay et ses amis. Ils sont allés dans un restaurant chic. J'étais en 2e année d'université, travaillant 2 emplois pour payer mes livres. Je n'avais pas les moyens de rentrer chez moi en avion. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, summa cum laude, je me suis assise dans le public et je les ai attendus. Mon vol était payé. J'avais juste besoin qu'ils se présentent. 1 heure avant la cérémonie, j'ai reçu un SMS. Vol retardé. Désolé. Nous célébrerons quand tu rentreras à la maison. Je savais que c'était un mensonge. J'ai vu une photo sur les réseaux sociaux plus tard. Alay avait un petit rhume, et ma mère est restée à la maison pour s'occuper d'elle. Mon père a juste suivi le mouvement. J'étais assise seule dans une mère de famille. Ma meilleure amie Jessica m'a trouvé après et a pris une photo de moi tenant mon diplôme. Elle était ma seule famille ce jour-là. Le pire a été Noël 2018. Je suis revenu d'un voyage d'affaires, épuisé. J'ai apporté des cadeaux coûteux à tout le monde. J'ai reçu un pull de grand magasin. Il était beige. Ce n'était même pas ma taille. Puis mon père a dit à tout le monde de sortir. Dans l'allée, il y avait une Volkswagen rouge flambant neuve. Un nœud rouge géant était sur le capot. C'était pour Alay. Elle avait 22 ans. Elle venait de quitter son 3e emploi en 1 an. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour se trouver. J'ai regardé la voiture. J'ai regardé mon pull beige. Mon père rayonnait. Ma mère pleurait des larmes de joie. N'est-ce pas merveilleux, Madison, a demandé ma mère. Maintenant, elle peut vraiment commencer sa vie. J'avais commencé ma vie depuis que j'avais 16 ans. Ma Challenger était différente. Je l'ai achetée moi-même. Je ne leur ai rien demandé. Je ne leur ai demandé qu'une seule chose, de la garder en sécurité dans leur garage pendant que j'étais à l'étranger. C'était la seule chose que j'avais qui était juste à moi. Alors, quand je me suis tenu dans ce garage vide et que je suis entré dans cette cuisine, je ne regardais pas seulement un espace vide. Je regardais un schéma. Je regardais toute ma vie. Je connaissais déjà la réponse avant qu'il ne dise un mot. Ma voiture avait disparu, et je savais exactement qui l'avait prise. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Mon sac de voyage me coupait toujours l'épaule. Le silence dans la pièce était lourd. Mon père, Richard, fixait sa tasse de café. Ma mère, Linda, se rongeait les ongles. Allait regarder son téléphone, faisant semblant que je n'étais pas là. Où est ma voiture? Ma voix était calme. Elle était stable. Ça me faisait peur de voir à quel point je sonnais calme. Ma mère a levé les yeux. Elle a essayé de sourire, mais elle a échoué. M'a dit, ma chérie, tu es à la maison. Comment était Francfort? Ne fais pas ça, ai-je dit. Où est ma voiture, maman? Elle s'est levée et s'est approchée de moi, essayant de mettre ses mains sur mes bras. J'ai reculé. Je ne voulais pas qu'elle me touche. Nous devons parler de ça, a-t-elle dit doucement, comme si elle parlait à un enfant. Alay avait besoin de fonds. C'est juste pour un petit moment. J'ai regardé Alay. Elle avait 27 ans et n'avait jamais occupé un emploi pendant plus de 6 mois. Des fonds pourquoi? C'est mon nouveau business, a lancé Alay. Sa voix était joyeuse, pleine d'excitation simulée. C'est une ligne de vêtements sélectionnés. Une boutique en ligne. Ça va être énorme, m'a dit. J'ai un tableau de visualisation entier. Un tableau de visualisation? Ils avaient pris ma voiture, mes 6 années de travail, pour un tableau de visualisation. Vous avez mis ma voiture en gage, ai-je déclaré. Ce n'était pas une question. Nous ne l'avons pas mise en gage, Madison, a rétorqué ma mère, comme si le mot était sale. Nous avons contracté un petit prêt en l'utilisant comme garantie. Alay a une idée merveilleuse et elle avait juste besoin d'un peu de capital de démarrage. Tu sais, la famille s'entraide. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing. La famille s'entraide. Dans la famille Clark, c'était une rue à sens unique. Cela signifiait que Madison donne et Alay prend. Cela signifiait que j'étais la bête de somme, et elle était le projet. Tu gagnes beaucoup d'argent, a continué maman,
sa voix devenant plus forte. Elle construisait sa défense. Ce n'est qu'une voiture. Tu as du succès. Tu peux absorber ça. Allez a juste besoin d'une chance. Ton père et moi avons convenu. C'était une décision familiale. Je me suis tourné vers mon père. C'était un grand homme, mais à ce moment-là, il avait l'air si petit. Il fixait toujours sa tasse. Papa, tu as accepté ça? Tu les as laissés prendre ma voiture? Il a finalement levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient coupables, mais faibles. C'est ta sœur, m'a dit. Elle avait juste besoin d'un peu d'aide. Vous récupérez la voiture quand, ai-je exigé. Quand son tableau de visualisation décollera, elle n'a pas de plan d'affaires. Elle n'a aucune expérience. Vous ne lui avez pas fait un prêt. Vous lui avez donné ma voiture. Vous l'avez jetée. Tu comprendras quand ça décollera, a crié Alé en se levant. Tu es juste jalouse. Tu es jalouse que je fasse enfin quelque chose par moi-même. J'ai ri. C'était un son terrible. Ce n'était pas de l'humour. C'était du chagrin. C'était le son de quelque chose à l'intérieur de moi qui se brisait pour la dernière fois. Par toi-même? Tu as utilisé ma voiture. Tu ne m'as même pas demandé. Tu m'as volé. Vous êtes tous les deux restés là à la laisser faire. Vous l'avez aidée. Ça suffit, a hurlé ma mère. Nous sommes tes parents. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. C'est fait. L'argent est déjà investi. Tu ne parleras pas à ta sœur de cette façon. Je l'ai juste fixé. Investi. Tout était parti. Ma voiture, mon travail, mon seul rêve solide, disparu. J'ai ramassé mon sac. Je vais à l'hôtel. Ne sois pas dramatique, Madison, a dit ma mère, exaspérée. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti par la porte d'entrée. Je suis monté dans ma voiture de location et je suis parti. J'ai pleuré tout le long du trajet jusqu'au Marriott. Je ne pleurais pas seulement pour la voiture. Je pleurais pour la petite fille qui vendait des bretzels le jour de son anniversaire. Je pleurais pour la diplômée assise seule dans les gradins. Je pleurais parce que j'avais enfin compris. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur outil. Je me suis enregistré à l'hôtel. Je me suis assise sur le lit dans la pièce sombre et stérile. Le choc s'est dissipé, et une colère froide et dure a pris sa place. Je connaissais ma famille. Je savais qu'ils mentiraient. Je savais qu'ils cacheraient les détails. Je devais connaître la vérité. Cette nuit-là, je suis retourné. J'ai garé la voiture de location dans la rue. J'ai attendu de voir les lumières s'éteindre une par une. J'avais encore mon ancienne clé de la maison. Je me suis laissé entrer. La maison était calme. Je suis allé directement à la cuisine. Mon père vidait toujours la poubelle avant de se coucher, mais il était paresseux. Il sortait le sac de la poubelle et le laissait attaché près de la porte de derrière pour le sortir le matin. J'ai trouvé le sac. J'ai lentement, silencieusement dénoué le nœud. Je n'ai pas eu à creuser profondément. Au-dessus, il y avait un morceau de papier jaune froissé, un reçu. Je l'ai lissé sous la lumière de mon téléphone. Cornerstone Pawn & Loan. J'ai vu la description de l'article, Dodge Challenger 2021, noir. J'ai vu le montant du prêt, 45 000 $, et j'ai vu la date d'échéance. C'était dans 30 jours. Mais ce n'était pas le pire. En bas du reçu, il y avait une ligne pour la signature du client. Je connaissais l'écriture de ma mère. Je connaissais celle de mon père. Celle-ci était différente. Elle était tremblante. Elle essayait d'imiter mon écriture. Quelqu'un avait signé mon nom. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ce n'était pas une décision familiale. Ce n'était pas un prêt. C'était un crime. Ils n'ont pas seulement pris ma voiture. Ils ont falsifié ma signature. Ils ont commis une fraude. J'ai pris une photo du ticket. Je l'ai remis dans la poubelle, j'ai attaché le sac et je suis parti. Je suis sorti de cette maison pour la dernière fois. Ils n'avaient pas seulement mis ma voiture en gage. Ils m'avaient mise en gage. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Je n'avais pas dormi. J'étais assise dans la chambre d'hôtel à regarder la photo du ticket de gage sur mon téléphone. La signature tremblante, Madison Clark.
Elle ressemblait à une moquerie de mon nom. Je me suis habillé. J'ai mis mes vêtements de travail, un blazer noir élégant, un pantalon et des talons bas. J'avais l'impression de mettre une armure. J'ai rassemblé mes documents, mon permis de conduire, mon passeport, ma carte d'employé de Bridgewater, une copie du titre de propriété de la voiture, que je gardais toujours dans mes dossiers personnels. J'ai mis tout dans un dossier en cuir soigné. J'étais calme. J'étais concentré. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était une transaction commerciale qui avait mal tourné. Je suis allé chez Cornerstone Pawn. C'était dans un quartier difficile de Denver. Les fenêtres étaient grillagées. L'enseigne lumineuse ouverte et clignotait même s'il faisait jour. J'ai garé la voiture de location dans le petit parking fissuré. Je suis entré. L'air à l'intérieur était épais. Ça sentait les cigarettes rances, le désespoir et le désodorisant bon marché aux agrumes. Un homme et une femme étaient debout au comptoir, se disputant avec un employé à voix basse et en colère au sujet d'une guitare. Je me suis tenu en arrière et j'ai attendu. Je n'avais pas ma place ici. Ma voiture n'avait pas sa place ici. Finalement, c'était mon tour. L'homme derrière le comptoir s'appelait Gordon Miles. Son badge était épinglé de travers sur son polo. Il avait l'air fatigué. Ses yeux étaient bouffis. « Puis-je vous aider ?» a-t-il demandé, sans lever les yeux de son ordinateur. « Je suis ici à propos d'un véhicule, ai-je dit. » Ma voix était stable. Une Dodge Challenger noire 2021 apportée il y a environ 5 jours. Maintenant, il a levé les yeux. Il était surpris. Je n'avais probablement pas l'air de sa cliente habituelle. « Vous êtes celle qui l'a mise en gage ?» ?»« Non, ai-je dit. Je suis celle qui la possède. Elle a été apportée sans ma permission. » Gordon a soupiré. Il avait déjà entendu ça. « Madame, je ne peux vous donner aucune information à moins que vous ne soyez celle qui figure sur le ticket. »« J'ai le numéro de ticket, ai-je dit. » Je lui ai montré la photo sur mon téléphone. Il l'a tapé. « Ouais, la Challenger. »« Belle voiture, a-t-il dit. »« Près de 45 000, plus les frais de stockage et les intérêts. » Tout est dans le dossier. Il a sorti un épais dossier en manie d'une armoire derrière lui et l'a posé sur le comptoir. « Je dois voir le contrat de prêt, ai-je dit. » Il a hésité. « Je ne suis pas vraiment censé. »« Je suis Madison Clark, ai-je dit. » J'ai fait glisser mon permis de conduire sur le comptoir. « Mon nom est sur ce dossier. Je dois voir la signature. » Il a regardé mon permis. Il m'a regardé. Il a ouvert le dossier et l'a tourné pour que je puisse le voir. Elle était là, le document de prêt officiel. Et en bas, la signature, Madison Clark. C'était encore pire que le reçu. Le M était trop rond. La boucle du D était bancale, et le N final de Clark était plat. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit calmement. L'expression de Gordon est passée de fatigué à ennuyé. Madame, nous avons le titre de propriété. Nous avons la signature. La personne avait une pièce d'identité valide. Non, il n'en avait pas, ai-je dit. J'ai ouvert mon dossier. J'ai posé mon passeport à côté de mon permis de conduire. Puis j'ai pris un stylo de mon sac à main, j'ai pris un bout de papier sur le comptoir et j'ai signé mon nom. Voici ma signature. Regardez la courbe du N final. Regardez le monsieur comparez-les. J'ai pointé la contrefaçon. C'est une fraude. Gordon Miles n'était pas un homme stupide. Il a regardé le document falsifié. Il a regardé mes 3 formes d'identification. Il a regardé la signature que je venais d'écrire. Le sang a quitté son visage. Il savait que j'avais raison. Un instant, a-t-il marmonné. Il a ramassé le dossier et a disparu dans un bureau à l'arrière. J'ai attendu. J'ai regardé le mur de guitare derrière le comptoir. J'ai regardé la vitrine de tristes alliances d'occasion. J'avais froid. C'était réel. Un nouvel homme est sorti. Il était plus âgé, portait une cravate bon marché et une expression tendue. Ce devait être le gérant. Madame, je suis monsieur Ellis. Gordon me dit qu'il y a un problème avec votre véhicule. Je l'ai expliqué à nouveau calmement, simplement. Ma famille a mis ma voiture en gage à mon insu. Ils ont falsifié ma signature sur le document de prêt. Vous êtes en possession d'un véhicule volé.
Monsieur Ellis était tout business. Il savait ce que cela signifiait. Il connaissait les ennuis judiciaires dans lesquels son magasin se trouvait pour avoir accepté un prêt sur titre frauduleux. Il a regardé dans le dossier. La personne qui l'a apporté avait une copie de votre passeport. Mes parents, ai-je dit, ils ont dû le prendre dans mes dossiers chez eux. C'était une copie, pas l'original. Vous êtes légalement tenu de vérifier avec le document original. Votre employé ne l'a pas fait. Le visage de Monsieur Ellis s'est crispé. Il était en colère maintenant, mais pas contre moi. Il était en colère contre son employé et contre ma famille. Il est retourné au bureau. Je l'ai entendu au téléphone. Il parlait vite. Il parlait à ses avocats. Il est revenu. Son visage était pâle. Maman. Madame Clark. Mademoiselle Clark, ai-je corrigé. Mademoiselle Clark. Il semble que vous ayez raison. La signature ne correspond pas à votre identification. La pièce d'identité utilisée était une photocopie. C'est un problème grave. Oui, c'en est un, ai-je dit. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous devons traiter ça comme un crime, a-t-il dit en se frottant le front. Nous allons, bien sûr, coopérer pleinement. Nous devons déposer un rapport de police immédiatement. Nous allons remettre le dossier, les images de surveillance de la personne qui l'a apporté, tout. La police récupérera votre véhicule. Il a tendu la main vers le téléphone, mon cœur battant à tout rompre. Rapport de police. C'était le moment. Je pouvais les envoyer en prison. Ma mère. Mon père. Allait. J'imaginais ma mère menottée. J'imaginais le visage de mon père. J'imaginais la vie d'allait être finie. Ce serait la justice. Mais je l'ai arrêté. Non. Monsieur Ellis s'est arrêté, sa main sur le téléphone. Quoi? Madame, c'est un crime. Vol d'identité. Fraude de titre. Je sais ce que c'est, ai-je dit. Ma voix était basse. Mais je ne vais pas déposer un rapport de police. Pas encore. Mais pourquoi? Ils vous ont volé. Ce sont ma famille, ai-je dit. Les mots avaient le goût de la cendre. Avant d'appeler la police, je vais leur donner une chance de réparer ça. Quel est le montant total dû avec tous les frais pour récupérer ma voiture aujourd'hui? Il a tapé sur son ordinateur. Avec les intérêts, le stockage et les pénalités. 47 250. J'ai hoché la tête. Et combien de temps ai-je avant que le prêt ne devienne défaillant et que la voiture ne soit vendue aux enchères? 30 jours à compter de la date du prêt. Il vous reste donc 25 jours. Merci, Monsieur Ellis, ai-je dit. J'ai ramassé mes pièces d'identité et je les ai remises dans mon dossier. Vous n'appellerez pas la police. Vous attendrez. Si ma famille ne vous rembourse pas, je le ferai. Et ensuite, je m'occuperai d'eux. Mais je ne vais pas les envoyer en prison. Pas avant d'avoir prévu comment. Je suis sorti du prêteur sur gage. Le soleil était brillant, et ça m'a fait mal aux yeux. J'avais la vérité. J'avais le pouvoir. J'avais confirmé que c'était une fraude. Et maintenant, j'avais le choix. Je n'étais pas prête à les détruire. J'étais prête à leur faire comprendre. J'étais prête à les faire payer. Je suis retourné à l'hôtel, mais je n'ai pas pu entrer. Je ne pouvais pas m'asseoir dans cette pièce calme et vide. Je ressentais trop de colère. La confirmation du prêteur sur gage avait empiré les choses. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une mauvaise décision. C'était un crime froid et calculé. Ils ont falsifié mon nom. Je me suis retrouvé à retourner à la maison de mes parents. Je ne savais pas pourquoi. J'ai garé la voiture de location dans la rue. Je suis juste resté assise là à regarder la maison où j'ai grandi. Elle avait l'air si normale. Une belle maison de banlieue à Denver. Pelouse verte. Un grand chêne que j'avais l'habitude d'escalader. Elle avait l'air d'une maison heureuse. C'était un mensonge. J'ai vu que la voiture de ma mère était partie. Le camion de mon père était parti. La nouvelle Volkswagen rouge d'Alais, celle qu'il lui avait achetée pour Noël, était également partie. Elle était probablement en train d'investir mes 45 000 $ dans des tableaux de visualisation. Je suis entré. La maison était vide.
Le silence était lourd. Je suis allé au salon. Sur la bibliothèque, il y avait une rangée de gros albums photos reliés en cuir. Ma mère adorait prendre des photos. J'en ai sorti un. Haley et Madison, 1996 à 2005. Je l'ai ouvert. Les 10 premières pages étaient toutes consacrées à Haley. Le premier récital de ballet d'Haley, ma mère au premier rang qui applaudissait. Le premier match de T-ball d'Haley, mon père en est l'entraîneur. J'ai tourné quelques pages. J'ai trouvé mon 9e anniversaire. Il y avait une photo, moi dans le jardin avec un gâteau acheté en magasin. La page suivante était le 7e anniversaire d'Haley, une double page entière, un château gonflable, un clown, 20 autres enfants. J'ai pris un autre album, celui des années lycée. Celui-ci était presque entièrement consacré à Haley, page après page. Haley au bal de promo dans une robe bleue étincelante, Haley à son concert de chorale, Haley dans son uniforme de pom-pom girl. Haley, Haley, Haley. J'ai trouvé la section pour son 16e anniversaire, la grande fête, le DJ, l'énorme gâteau, ma mère et mon père la serrant dans leurs bras, tous deux rayonnant de fierté. J'ai cherché mes photos. J'en ai trouvé une de moi à ma remise de diplôme du lycée. J'étais debout seul, tenant mon diplôme. J'étais major de promotion. Je me suis souvenu de ce jour. Mes parents étaient là, mais ils étaient assis au fond. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas en faire tout un plat. Après la cérémonie, ils ont dit qu'ils étaient pressés. Haley avait un tournoi de soccer. Nous ne sommes même pas allés déjeuner pour fêter ça. J'ai continué à feuilleter. J'ai trouvé les photos de Noël 2018. Haley hurlant de joie, serrant mon père dans ses bras devant sa nouvelle voiture rouge. Il y avait une douzaine de photos de la voiture, d'Haley sur le siège du conducteur. J'ai trouvé une photo de moi de ce jour-là, j'étais assise sur le canapé, tenant le pull beige. Mon sourire était crispé. J'avais l'air fatigué. J'avais l'air invisible. J'ai refermé le livre. Je me suis senti malade. Tout était là. Ce n'était pas dans ma tête. Ce n'était pas moi qui étais trop sensible, comme ma mère le disait toujours. C'était la vérité documentée dans des photos brillantes de 4 ou 6 pouces. J'étais la personne responsable, j'étais la personne fiable, donc j'étais la personne invisible. Haley était le projet. C'était elle qui avait besoin d'aide et de soutien. J'étais juste la banque. J'étais assise là sur le sol, entourée de preuves de ma négligence émotionnelle, et le téléphone de la maison a sonné. Ça m'a fait sursauter. J'ai regardé l'identification de l'appelant, Oncle Robert. Oncle Robert était le frère de mon père. Il était différent. Il était taillé dans le même bois que mon grand-père, Walter. Il parlait sans détour. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. J'ai décroché le téléphone. M'a dit, c'est toi. Sa voix était un grondement profond. Salut, oncle Robert. Je suis content de t'avoir attrapé. Ton père m'a appelé ce matin. Mon estomac s'est serré. Ah, oui. Il essayait de me raconter une histoire. Il voulait que je te parle, que je te fasse entendre raison. Il a dit que tu étais bouleversé à propos d'une histoire d'argent pour Haley. Il t'a dit ça? Oui. Et je lui ai dit qu'il était idiot. La voix de mon oncle était en colère. Ensuite, j'ai appelé ta mère. C'est elle qui m'a vraiment mis en colère. Elle est déjà en train de manipuler tout ça, m'a dit. Elle appelle toute la famille. Elle dit à tout le monde que tu es égoïste, que tu es assise sur un tas d'argent grâce à ton travail de luxe, et que tu ne veux pas aider ta pauvre sœur. J'ai fermé les yeux très fort. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle me dépeignait comme la méchante. Ne crois pas un mot de ça, ma fille, a dit oncle Robert, sa voix dure. Je savais que ça allait arriver. Ils ont laissé Haley s'en tirer à bon compte toute sa vie, et toi, tu as payé pour ça. Ce qu'ils ont fait est mal. Ça n'aide pas. C'est du vol. Ne te laisse pas manipuler. Des larmes me sont montées aux yeux. C'était la première fois que quelqu'un de ma famille prenait mon parti, la première fois que quelqu'un validait mes sentiments. Merci, oncle Robert. C'est pire que tu ne le penses. Ils ont falsifié ma signature. La ligne était silencieuse. Ils ont quoi? Il a dit que Richard avait laissé faire ça. J'étais au prêteur sur gage ce matin. J'ai confirmé.
C'est tout. Il a dit, je prends l'avion. Je serai là demain. Ne fais rien. Ne leur parle pas. Toi et moi allons nous occuper de ça. Ce n'est pas seulement mal, c'est criminel. Il a raccroché avant même que je puisse dire au revoir. J'ai ressenti une petite lueur d'espoir. Je n'étais pas seul. Quelques minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. J'ai regardé l'identification de l'appelant, tante Patricia, la sœur de ma mère, le soldat loyal de ma mère. Je savais ce que cet appel allait être. J'ai laissé sonner. Ça a été envoyé vers la messagerie vocale. Ça a immédiatement sonné à nouveau. Elle n'abandonnait pas. J'ai décroché. Bonjour, Madison, chérie. Oh, Dieu merci, j'étais tellement inquiète. Sa voix était sirupeuse, mais avec un tranchant. Ta mère m'a appelé. Elle est complètement bouleversée. Elle est tellement inquiète pour Alec, et elle est tellement blessée par la façon dont tu agis. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. M'a dit, ils essayaient juste d'aider ta sœur, a dit tante Patricia, sa voix pleine de fausse sympathie. Tu sais à quel point c'est difficile pour Alec. Elle est tellement créative, mais elle a juste du mal. Toi, tu as toujours été la plus forte, la plus intelligente. Tout te vient si facilement. Facile. Mes semaines de travail de 70 heures étaient faciles. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compassion, ma chérie? Elle a insisté. Ce n'est qu'une voiture. La famille est plus importante qu'un morceau de métal. Ta mère a peur que tu ne divises la famille à cause de ça. Pardonne-leur, c'est ce que fait la famille. La rage qui montait en moi s'est parfaitement refroidie. Elle avait raison. J'allais diviser la famille. J'allais la diviser en plein milieu. Tante Patricia, ai-je dit, ma voix plate, ils n'ont pas emprunté ma voiture. Ils ont commis un crime. Ils ont falsifié ma signature et volé 45 000 $ en mon nom. Oh, Madison, ne sois pas si dramatique, a-t-elle raillé. Crime est un mot tellement laid. Ce sont tes parents. Ils l'ont fait pour ta sœur. C'est le mot juste, ai-je dit. Tu dois laisser tomber ça, a-t-elle ordonné, sa voix perdant de sa douceur. Tu bouleverses ta mère. Tu es égoïste. J'ai regardé l'album photo sur le sol. J'ai vu mon minuscule visage invisible. J'ai vu la vie brillante, étincelante et célébrée d'Alec. Au revoir, tante Patricia, ai-je dit. Madison, écoute-moi. J'ai raccroché le téléphone. J'ai cliqué sur le bouton d'arrêt et j'ai mis fin à l'appel. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas crier. J'en avais fini. Les lignes étaient tracées. Oncle Robert était en route. Le prêteur sur gage attendait. Et ma famille n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel. Je suis resté assise dans ma chambre pendant 1 heure. J'ai regardé les murs beiges. J'ai juste laissé le silence s'installer. Ma colère avait disparu. Elle s'était consumée, et maintenant je me sentais juste froide et lourde, comme une pierre. J'avais la vérité. J'avais les albums photos. J'avais oncle Robert en route. J'avais la confirmation du prêteur sur gage. J'avais le crime, mais il me manquait une pièce. J'avais besoin de voir Alec. J'avais besoin de voir son visage. J'avais besoin d'entendre sa version des faits sans personne d'autre dans la pièce. J'avais besoin de la regarder dans les yeux. J'ai pris mon téléphone. Je lui ai envoyé un SMS. Mes doigts étaient fermes. Café midi. Le pot en cuivre sur Maine. Juste nous. Elle l'a lu presque immédiatement. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Elle était en train de taper, puis de supprimer. Elle était probablement en train de montrer à ma mère, essayant de trouver la bonne chose à dire. Finalement, un simple « OK » est arrivé. Le pot en cuivre était un endroit neutre. Nous y étions allés parfois au lycée. Ça sentait le café brûlé et les muffins sucrés. Je suis arrivé 20 minutes en avance. J'ai commandé un café noir. Je ne voulais pas de muffins. Je me suis assise à une petite table au fond, face à la porte. J'ai attendu. Elle était en retard. Bien sûr qu'elle l'était. Elle n'avait jamais été à l'heure pour quoi que ce soit dans sa vie.
Ça faisait partie de son chaos. Les gens devaient toujours attendre à l'aide. Elle est finalement entrée à 12h15. Elle portait de grosses lunettes de soleil sombre, une veste de marque et des jeans qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Même quand elle faisait semblant d'être une victime, elle avait l'air chère. Elle m'a vu et a tressailli, comme si elle se rendait au bureau du directeur. Elle s'est glissée dans la banquette. Elle a gardé ses lunettes de soleil. « Salut, m'a dit », a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas dit bonjour. Je l'ai juste regardée. J'ai attendu. Elle a enlevé ses lunettes de soleil. Le contour était rouge. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait pleuré, mais je ne ressentais pas de pitié pour elle. Je ne ressentais rien du tout. Maman m'a dit que tu étais allé à la maison, a-t-elle dit. Où est l'argent, allais, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux sur la table. Il est investi. Je te l'ai dit. J'ai un fournisseur. J'ai payé l'inventaire et le concepteur du site web et le marketing. Montre-moi le plan d'affaires, ai-je dit. Quoi? Elle avait l'air confuse. Le plan d'affaires? Le plan que tu as montré à maman et papa, le plan qui était si bon qu'ils ont accepté de commettre une fraude et de mettre ma voiture en gage? Montre-le-moi tout de suite. Elle a hésité. Ses mains tremblaient. M'a dit, il n'est pas finalisé. Montre-le-moi, ou je me lève et je sors, et la prochaine personne à qui je parle est un officier de police. Ce mot, police, l'a frappé. Elle a fouillé dans son sac à main coûteux et en a sorti un dossier. C'était un dossier scolaire rose fragile. Elle l'a lentement fait glisser sur la table. Je l'ai ouvert. J'ai regardé fixement. Je pensais que j'étais préparé. Je ne l'étais pas. Ce n'était pas un plan d'affaires. C'était un album de souvenirs. La première page était un tableau de vision. Elle avait découpé des photos dans des magazines, Vogue, Elle, des photos de mannequins sur des plages, des photos de chaussures coûteuses. Au milieu, elle avait utilisé un stylo à paillettes pour écrire « Le placard d'Allais, l'avenir de la mode ». J'ai tourné la page. C'était une liste de noms pour sa marque, des noms comme « Allais Chic » et « Label Allais ». J'ai tourné la page suivante. C'était quelques feuilles de papier d'imprimante. Elle avait fait des croquis. C'étaient des croquis de simples t-shirts et de robes d'été. Ils étaient mauvais. Ils ressemblaient à des dessins d'enfants. La dernière page était une seule feuille avec quelques chiffres, site web, $5000. Marketing, Instagram, $10 000. Inventaire, première série, $30 000. C'est tout. Pas de contrat de fournisseur, pas de modèle financier, pas de projection de profit et pertes, pas d'étude de marché, pas de logistique. C'était $45 000 de mon argent parti sur la base de coupures de magazines et de colle à paillettes. J'ai fermé le dossier. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je l'ai regardé. C'est tout, ai-je demandé. Ma voix était calme. Tu as volé ma voiture pour ça? C'est laquelle a craqué. Les larmes qu'elle retenait ont simplement coulé. Elle a commencé à sangloter là, dans le café. Les gens regardaient. Je ne savais pas que ce serait comme ça, a-t-elle crié, tirant sur ses cheveux. Je pensais que ce serait facile. Tu pensais que ce serait facile, ai-je répété. Les mots étaient morts. Oui, tu ne comprends pas, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Tout le monde te regarde toujours. Madison, la grande consultante. Madison, qui gagne tellement d'argent. Madison, si intelligente, si forte. Tu es parfaite? Je ne suis pas parfaite, Allais. Je travaille. Je travaille chaque jour. Non, tu ne comprends pas. Elle a à moitié crié. Je voulais juste une chose. Je voulais juste une chance de prouver que je pouvais faire quelque chose. Tout le monde me compare à toi. Toute ma vie, maman, papa, même oncle Robert, c'est toujours, pourquoi tu ne peux pas être plus comme Maddy? Je pensais que si j'avais ça, si j'avais cette seule chose réussie, il me verrait enfin. Je l'ai juste regardé fixement. J'avais attendu toute ma vie des excuses, qu'elle voie ce qu'elle avait fait. Et la voilà dans un café en train de pleurer parce que c'était difficile d'être ma sœur. Elle était de nouveau la victime. Elle avait volé mon rêve, ma sécurité, ma confiance, et elle était la victime.
Une froide et dure réalisation s'est installée dans mon estomac. Elle ne comprendrait jamais. Elle en était incapable. Elle était un trou noir. Mes parents avaient passé 27 ans à jeter leur amour, leur argent, et maintenant mon argent, dans ce trou noir. Il ne serait jamais rempli. J'ai commencé à me glisser hors de la banquette. « Attends » a-t-elle dit, attrapant mon bras. Sa main était mouillée de larmes. J'ai retiré mon bras. « S'il te plaît » m'a dit, a-t-elle chuchoté. Elle était désespérée. « S'il te plaît, ne dis rien à la police. J'ai juste besoin d'un peu plus d'argent. » J'ai figé. J'ai cru que j'avais mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le gars du site web, il a dit qu'il avait besoin de plus pour la partie e-commerce, et le fournisseur en veut plus à l'avance. C'est juste un petit peu, peut-être 10 000. Si je peux juste le lancer, je sais que ça marchera. Je te rembourserai. Je te rembourserai tout. Je le jure. Je l'ai regardée. Elle me suppliait d'en avoir plus. Après tout, après la fraude, après le vol, elle me demandait 10 000 $ de plus. C'était ça. La dernière parcelle de moi qui ressentait un lien avec elle, un lien fraternel, s'est juste transformée en poussière. Je me suis levé. J'ai pris ma tasse de café. Pas un centime de plus, allez, ai-je dit. Ma voix était calme. Tu ne recevras jamais un autre centime de moi. Pas pour ça. Pas pour autre chose. M'a dit, s'il te plaît. Tu ruines ma vie, a-t-elle crié. Tu as ruiné ta propre vie, allez. Tu as juste utilisé mon nom pour le faire. Je me suis éloigné de la table. Je n'ai pas regardé en arrière. Je l'ai laissée là en train de pleurer sur son album de souvenirs. Elle voulait construire quelque chose. Elle voulait prouver qu'elle était spéciale. Mais elle était juste comme eux. Elle pensait qu'elle pouvait construire son avenir sur mes os. Pas cette fois. Oncle Robert a pris l'avion ce soir-là. Il n'est pas allé chez mes parents. Il a pris une chambre dans mon hôtel. Nous nous sommes rencontrés dans le hall. C'était un grand homme, grand comme mon grand-père. Il m'a donné une accolade dure, à un bras. « Ça va, ma fille » a-t-il demandé. « Ça ira » ai-je dit. « Bien, parce qu'on ne va pas laisser tomber ça. » Nous avons passé 1 heure dans le centre d'affaires de l'hôtel. Je lui ai montré le ticket de mise en gage. Je lui ai parlé de la falsification. Je lui ai montré le plan d'affaires d'Alais. Son visage s'est assombri à chaque mot. Ils l'ont couvé jusqu'à en faire une criminelle, a-t-il dit. Et ton père, Richard, il laisse juste Linda le mener par le bout du nez. C'est un lâche. Il l'est, ai-je acquiescé. Demain, a dit oncle Robert, on met fin à ça. On y va. Toi, moi, on expose tout. Plus de chuchotements. Plus de « ne contrarions pas Alais ». On leur dit la vérité. Tu es prête pour ça? Je suis prête, ai-je dit. J'étais prête, mais il ne l'était pas. Mon téléphone a sonné le lendemain matin. C'était ma mère. Sa voix était fausse, joyeuse. M'a dit, chérie, ton père et moi, nous voulons que tout le monde soit ensemble. Nous organisons un dîner de famille ce soir. 18 h, viens s'il te plaît. Il est temps de parler. Je savais ce que c'était. C'était une convocation, une embuscade. Ils allaient se retrancher. Ils allaient me parler jusqu'à ce que j'accepte de pardonner et d'oublier. Je serai là, ai-je dit, et j'amène oncle Robert. La ligne était silencieuse. Robert, pourquoi? C'est une affaire de famille. Il est de la famille, ai-je dit. Eh bien, on se voit à 18 h. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter. Nous avons marché jusqu'à la porte à 18 h pile. J'avais l'estomac noué, mais j'ai gardé un visage calme. Je portais mon dossier en cuir. Ma mère a ouvert la porte. Quand elle a vu oncle Robert derrière moi, son visage est devenu pâle. Elle savait que ça n'allait pas se passer comme elle le voulait. Robert, quelle surprise. Bonjour, Linda, a-t-il dit. Sa voix était froide. Nous sommes entrés dans la salle à manger. Ils avaient mis la table avec la bonne porcelaine, les assiettes et l'argenterie coûteuse que nous n'utilisions que pour Noël ou Thanksgiving. C'était une performance.
Ils essayaient de faire croire que nous étions une famille normale et aimante qui prenait un dîner normal. C'était un signe de peur. Mon père était en bout de table. Alec était assise à sa droite, les yeux fixés sur son assiette. Elle avait l'air terrifiée. Madison, Robert, content que vous ayez pu venir, a marmonné mon père, ne me regardant pas dans les yeux. Passons les politesses, Richard, a dit oncle Robert, tirant une chaise pour moi, puis s'asseyant lui-même. Nous sommes heureux que tu sois là, Maddy, a dit ma mère, ignorant Robert et essayant de me sourire. Elle s'est assise. Je sais que les choses ont été tendues. Alec traverse une période très difficile en ce moment. Son idée? Eh bien, ça ne marche pas. Elle va perdre l'argent. Elle préparait le terrain. Alec a échoué. Pauvre Alec. Nous devons tous avoir pitié d'Alec. Ce n'est pas un échec, maman, ai-je dit, ma voix coupant à travers la tension. C'est du vol. Ma mère a tressailli. C'est un mot terrible, Madison. C'est le mot juste, ai-je dit. Maintenant, chérie, mon père a finalement parlé, essayant de ressembler à un père, nous essayions juste d'aider ta sœur. Nous pensions aider en commettant une fraude, ai-je demandé. J'ai placé mon dossier en cuir sur la table. Ça a fait un bruit sourd et solide. C'est comme ça que vous aidez les gens? En falsifiant leur signature, en volant leur propriété? Alec a éclaté en sanglots. Je ne voulais pas, tais-toi, Alec, a dit oncle Robert. Il ne criait pas, mais sa voix avait tellement d'autorité qu'elle s'est immédiatement arrêtée. Nous pensions que tu comprendrais, a chuchoté ma mère. Nous allions le rembourser avant même que tu ne le saches. Je ne pense pas que vous l'auriez fait, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti le premier papier. J'ai imprimé les lois de l'État du Colorado sur le vol d'identité. J'ai imprimé les sanctions pour fraude au titre de propriété. J'ai fait glisser le papier sur la table vers mon père. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il demandé, ses mains tremblant. C'est ton avenir, papa, 2 à 5 ans de prison. La falsification est un crime de classe 5. Le vol d'identité aussi. Vous n'avez pas seulement aidé Alec. Maman et toi avez commis de multiples crimes. Vous êtes tous les 3 impliqués. Le visage de ma mère est devenu blanc. On aurait dit qu'elle allait être malade. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle chuchoté. Tu n'enverrais pas tes propres parents en prison. Nous sommes ta famille. Tu continues à utiliser ce mot, ai-je dit, ma voix basse. Je ne pense pas que tu saches ce que ça veut dire. Vous n'étiez pas une famille quand vous avez signé mon nom. Vous n'étiez pas une famille quand vous avez laissé aller faire ça. Vous étiez juste des voleurs. J'ai regardé ma mère. Je ne veux pas, mais je le ferai si je dois le faire. Vous ne m'avez laissé aucun autre choix. La pièce était complètement silencieuse. Le seul son était les sanglots silencieux d'Alec, entrecoupés de hoquets. Mon père fixait le papier. Ma mère me fixait. Elle m'a enfin vu. Elle a vu que je n'étais plus sa petite fille. J'étais celle qui avait tout le pouvoir. La sonnette a retenti. Nous avons tous sursauté. Ma mère avait l'air confuse. Je n'attends personne. Elle s'est levée et est allée à la porte. Nous avons entendu des voix. Un instant plus tard, ma mère est revenue dans la salle à manger. Son visage était sombre. Ma meilleure amie, Jessica, était avec elle. J'étais abasourdi. Jess, qu'est-ce que tu fais ici? Jessica m'a regardé, puis a regardé ma famille. Son visage était en colère. Ton oncle m'a appelé, m'a dit. Il m'a raconté ce qui se passait. Je ne te laisserai pas traverser ça seul. L'oncle Robert s'est levé. Je l'ai appelé parce que ce n'est pas seulement une affaire de famille, Linda. C'est une intervention. Et Madison a besoin de sa vraie famille ici. Jessica s'est approchée et s'est tenue juste derrière ma chaise. L'oncle Robert s'est assis à côté de moi. Ce que tu lui as fait, Richard, dit l'oncle Robert, sa voix tremblant de colère, est impardonnable. Ce n'est pas aider ta fille. C'est la détruire. Tu le fais depuis toujours. Tu câlines l'une et tu maltraites l'autre. Tu as jeté Madison sous le bus assez longtemps. Il montra mon père du doigt. Tu es un homme faible et toi, dit-il à ma mère, tu es une brute. Tu as empoisonné cette famille pendant 30 ans, mais ça s'arrête ce soir.
Il m'a regardé. Il a posé sa main sur mon épaule. Jessica a posé sa main sur l'autre. Quelqu'un doit parler pour Madison, dit-il, sa voix rauque. Et à partir de maintenant, ce sera nous. J'ai regardé mes parents. Ils étaient fixés, en infériorité numérique et déjoués. Mon père avait l'air brisé. Ma mère avait l'air, pour la première fois de sa vie, battue. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas l'invisible. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas en infériorité numérique à la table de ma propre famille. La confrontation à table n'était pas la fin. C'était le début. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Monsieur Ellis du prêteur sur gage. Sa voix était nerveuse. Mademoiselle Clark, nous avons un problème. Nos assureurs examinent le prêt frauduleux. Ils veulent que la voiture soit retirée de nos registres. Ils avancent la date de la vente aux enchères. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Vous avez dit que j'avais 25 jours. C'est vrai, mais la fraude change la donne. Ils ne veulent pas être tenus responsables. Ils vous donnent 10 jours. 10 jours pour payer le montant total. 47 250 $. Si vous ne le faites pas, elle sera mise aux enchères publiques. Je suis désolé. Je suis pieds et poings liés. 10 jours. 10 jours pour trouver près de 50 000 $. J'ai raccroché. J'ai appelé l'oncle Robert et Jessica. Nous nous sommes rencontrés dans ma chambre d'hôtel. Je tremblais. Ils ne peuvent pas faire ça, ai-je dit. Ils peuvent, ma petite, dit l'oncle Robert. C'est leur propriété tant qu'elle n'est pas payée. Et en ce moment, c'est une patate chaude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jessica a demandé, tu as autant de liquidités, m'a dit. Non, ai-je dit, la voix crispée. Pas de liquidité. La plupart de mon argent est dans des comptes de retraite et des actions. Si je le retire, les pénalités seront énormes, et ça prendrait des jours. Nous n'avons pas de jours. Alors ils doivent le payer, dit l'oncle Robert. Il a pris son téléphone. Je vais appeler ton père. Il l'a mis sur haut-parleur. Mon père a décroché à la première sonnerie. Robert, Richard, tu as un nouveau problème. Le prêteur sur gage vend la voiture dans 10 jours. Vous devez trouver 47 250 $ maintenant. La ligne était silencieuse. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons pas ça, Robert. Mon père a dit, sa voix un faible murmure, nous n'avons rien qui s'en approche. Alors vous feriez mieux de l'obtenir, dit l'oncle Robert. Vends la voiture de Haley. La rouge que tu lui as achetée. C'est un début. Vends les bijoux de ta femme. Prends une deuxième hypothèque sur la maison. Je m'en fiche. Vous avez créé ce bazar. Vous avez 10 jours pour le réparer, sinon Madison va à la police. C'est votre seule chance. Il a raccroché. Les 10 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. C'était un compte à rebours vers la rédemption ou un compte à rebours vers la ruine. La course a commencé. C'était pathétique à voir. Haley a mis sa Volkswagen rouge en vente, mais elle l'avait maltraitée. Elle était sale. Elle avait fumé dedans. La meilleure offre qu'elle ait reçue était de 8 000 $, bien moins que ce qu'ils avaient payé. Elle l'a accepté. Elle a pleuré quand ils l'ont emmenée. Ma mère est allée dans une bijouterie. Elle est revenue avec 4 000 $. Elle avait vendu ses boucles d'oreilles en diamant et un collier de perles que ma grand-mère lui avait laissé. Elle ne voulait pas me regarder. Elle a juste posé l'argent sur la table de la chambre d'hôtel. Mon père, lui, s'est humilié. Il est allé à l'usine, celle où il avait travaillé pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Il les a suppliés pour des quarts de nuit. Il avait 64 ans et il était de retour dans l'usine à charger des camions de minuit à 8 heures du matin. Ses mains étaient couvertes d'ampoules à vif. Il rentrait chez lui épuisé et remettait quelques centaines de dollars en espèces. Haley a essayé de vendre ses foulards et sacs de créateurs sur Poshmark, mais ils étaient pour la plupart faux qu'elle avait achetés pour maintenir les apparences. Elle a gagné 350 $. C'était un cauchemar. Il se noyait. Pendant ce temps, je travaillais. Je ne pouvais pas rester assise à regarder. Je sauvais ma voiture. J'ai appelé mon directeur chez Bridgewater. Je lui ai dit que j'avais une urgence familiale.
J'ai expliqué que j'avais besoin de mon bonus de performance trimestriel payé en avance. Je venais de conclure l'accord de Francfort. Je l'avais mérité. C'était un homme bon. Il n'a pas posé de questions. Il l'a fait passer. Le lendemain, 15 000 $ ont été versés sur mon compte. Je n'ai rien dit à ma famille. C'était mon argent, mon filet de sécurité. À 3 jours de la fin, nous nous sommes tous retrouvés à l'hôtel. L'oncle Robert, Jessica et moi d'un côté de la pièce, mes parents et Haley de l'autre. Ils avaient l'air affreux. Mon père avait perdu du poids. Les yeux de ma mère étaient noirs de fatigue. « Combien avez-vous » a demandé l'oncle Robert. Mon père a posé une liasse de billets et un chèque de banque sur la table. C'est 19 500 $. C'est tout ce que nous avons. Nous avons vendu tout ce que nous pouvions. Nous avons essayé d'obtenir un prêt, mais la banque a dit non. 19 500 $. Ce n'était rien. J'ai regardé mon propre compte bancaire sur mon téléphone. Mon bonus de 15 000 $. Nous étions encore à court. Nous étions à court de 12 750 $. Ce n'est pas assez, ai-je dit, ma voix plate. Ce n'est même pas proche. Ma mère a commencé à sangloter. Nous avons essayé, Madison. Nous avons essayé. Il ne reste plus rien. Alors c'est tout, ai-je demandé. Après tout ça, après avoir ruiné mon crédit, après avoir falsifié ma signature, vous échouez simplement et je perds ma voiture? Est-ce ainsi que ça se termine? Personne n'a rien dit. Ils se sont contentés de regarder le sol. Ils avaient encore échoué. J'ai ressenti une colère froide et dure. Je leur avais donné une chance. Je les avais laissés essayer de réparer et ils n'y étaient même pas parvenus. L'oncle Robert m'a regardé. Il a vu l'expression sur mon visage. Il a soupiré. Il a sorti un chéquier de la poche de sa veste. « Vous êtes tous pathétiques » a-t-il dit à mes parents. Il a rempli un chèque. Il ne l'a pas fait à leur nom. Il l'a fait à mon nom. Madison Clark. Il l'a déchiré et l'a fait glisser sur la table. Il était de 13 000 $. Robert, non, ai-je murmuré. La famille est de la famille, a-t-il dit, en regardant mon père. De la bonne manière. Ce n'est pas un cadeau. C'est un prêt, et vous allez tous me rembourser après avoir remboursé Madison. Le lendemain matin était le 10e jour. Le dernier jour, je suis entré à la banque avec mon bonus de 15 000 $, les 19 500 $ de ma famille et le chèque de 13 000 $ de l'oncle Robert. Je les ai tous fait convertir en un seul chèque de banque. J'ai conduit seul jusqu'à Cornerstone Pond. Je suis entré. Monsieur Ellis m'attendait. Il avait l'air stressé. Mademoiselle Clark, vous avez réussi. J'ai le chèque, ai-je dit. Je le lui ai tendu. Il l'a regardé. Il a compté les zéros. Il l'a passé dans une machine. Il a hoché la tête. C'est correct. 47 250 $. Il a tapé sur son ordinateur pendant 5 minutes. Le silence était assourdissant. Finalement, j'ai entendu une imprimante. Il a imprimé un reçu. Payé intégralement, il l'a signé. Il l'a tamponné. Il me l'a tendu. Je vais demander à quelqu'un d'amener la voiture, a-t-il dit. J'ai attendu dehors sur le parking fissuré. 1 minute plus tard, je l'ai entendu. Le grondement bas et profond du moteur. Mon moteur. Elle a tourné au coin de la rue. Elle était sale d'avoir été assise, mais elle était magnifique. L'homme est sorti et m'a tendu les clés. Je suis monté à l'intérieur. J'ai fermé la porte. J'ai senti le cuir. J'ai posé mes mains sur le volant. Les clés étaient chaudes dans ma paume. Le moteur ronronnait comme si rien ne s'était passé. J'ai enclenché la vitesse et je suis sorti du prêteur sur gage. Je suis parti. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste conduit. J'avais récupéré ma voiture. Mais tout avait changé. J'ai passé les 3 jours suivants dans mon hôtel à travailler. J'avais besoin de reprendre ma vie réelle. J'avais besoin de me concentrer sur autre chose que ma famille. Ma voiture était garée en sécurité dans le garage de l'hôtel. Mais je n'avais pas fini. Puis le texto est arrivé. Il était de ma mère. Dîner du dimanche, 17 h.
Papa fait des steaks au grill. Viens s'il te plaît. Nous devons parler. Mon premier réflexe a été de dire non. J'en avais marre de leur dîner. J'en avais marre de leurs discussions. Mais l'oncle Robert, qui prenait l'avion pour rentrer chez lui cet après-midi, m'a dit d'y aller. Vas-y, a-t-il dit. Vois ce qu'ils ont à dire. Mais ne leur pardonne surtout pas. Pas encore. Alors j'y suis allé. J'ai conduit ma Challenger. Je l'ai garé dans l'allée. Ça m'a fait du bien de la voir là. Je suis entré. La maison était calme. La belle porcelaine avait disparu. Nous mangions dans les assiettes de tous les jours. Mon père était au grill. Ma mère était dans la cuisine. Ale était assise sur le canapé à regarder la télévision. C'était silencieux, maladroit. Nous nous sommes assis pour manger. Les steaks étaient trop cuits. Personne n'a dit un mot pendant 10 minutes. C'était le repas le plus honnête que nous ayons jamais eu. Finalement, mon père a posé sa fourchette. Il s'est essuyé la bouche. Il a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa chemise. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. J'ai écrit quelque chose, a-t-il dit. Sa voix était épaisse. Il a déplié le papier. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine le lire. Madison, a-t-il commencé. J'ai trahi ta confiance. J'ai échoué en tant que père. Je suis resté là et j'ai laissé ta mère et ta sœur. Je les ai aidés. Je les ai aidés à te blesser. Je savais que c'était mal. J'étais un lâche. J'ai été un lâche toute ta vie. Je t'ai laissé tomber. Je suis tellement désolé. Il a posé le papier. Il ne pouvait pas me regarder. Il pleurait. Pas de gros sanglots, mais des larmes silencieuses et lourdes qui coulaient sur son visage et dans son assiette. Ma mère la regardait. Elle ne pleurait pas. Elle avait juste l'air vieille. Elle avait l'air brisée. Puis elle a murmuré, « Je te rembourserai », m'a dit. Je rembourserai tout. Le tien et celui de l'oncle Robert. Je vais trouver un travail. Un vrai. J'ai postulé à la poste. Je te rembourserai. Chaque centime. Je les ai regardés. Tous les trois vaincus. C'était ça. C'était les excuses. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la clôture. Je n'ai pas ressenti un élan d'amour pour eux. Je me suis juste senti vide. C'était la responsabilité. C'était le début de ça. Mais ce n'était pas suffisant. Je suis contente que vous ressentiez ça, ai-je dit, ma voix égale. Parce que nous n'en avons pas fini. Le lendemain, j'étais dans un immeuble de grande hauteur du centre-ville. Le bureau était tout en verre et en bois clair. Mon avocate, Rachel Torres, était une femme pointue et intelligente en tailleur bleu. Je l'avais trouvée en ligne. Elle était spécialisée dans les crimes financiers. J'avais passé 1 heure à raconter toute l'histoire. La voiture, le ticket de caisse, la falsification, le plan d'affaires, le compte à rebours. Elle s'est appuyée contre son fauteuil. Mademoiselle Clark, soyons clairs. Vous avez une affaire très solide. Fraude de titre, vol d'identité, conspiration. Avec votre témoignage et celui du gérant du prêteur sur gage, il pourrait aller en prison. Tous les 3. Vos parents pour la fraude. Votre sœur pour conspiration et réception des fonds. Il serait presque certainement condamné. Elle a laissé ça en suspens. Prison. J'ai pensé aux mains tremblantes de mon père. J'ai pensé aux yeux vides de ma mère. J'ai pensé à aller qui postulait à un emploi à la poste. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison, ai-je dit. Rachel a hoché la tête. Elle s'y attendait. Alors, que voulez-vous? Quelle est l'autre option? Je veux être remboursé, ai-je dit. Je veux tout récupérer. Les 47 250 $, les 13 000 $ pour mon oncle, le coût de ma chambre d'hôtel pendant 2 semaines, le coût de ma voiture de location, les honoraires d'avocat pour cette réunion, tout. Et je veux que ce soit légal. Je veux que ce soit contraignant. Je veux qu'il soit lié à ça jusqu'à ce que ce soit fait. Rachel a souri. C'était un sourire pointu et fin. Ça, je peux le faire. Elle a fait glisser un papier sur le bureau. C'était un modèle, un contrat de remboursement légal.
Nous l'appellerons billet à ordre et accord de règlement. Il décrira en détail la dette totale. Nous établirons un calendrier de paiement. Nous inclurons des intérêts. Nous inclurons également une clause, un aveu de jugement. Cela signifie que s'il manque un seul paiement, vous pouvez les traduire en justice et obtenir immédiatement un jugement pour le montant total restant sans procès. Pas de prison, mais c'est contraignant. C'est exécutoire. Cela les suivra pour toujours jusqu'à ce qu'il soit clair. Faites celui-là, ai-je dit. Faites celui-là. Nous avons passé 1 heure à le rédiger. Le montant total s'élevait à 64 300 $. Nous avons fixé le paiement à 1 000 $ par mois. Il leur faudrait plus de 5 ans pour le rembourser. J'ai convoqué la réunion finale. Le dimanche suivant, de retour à la maison, j'ai amené Rachel Torres avec moi. Ma famille était assise sur le canapé. Ils avaient l'air nerveux. Voici Rachel Torres, ai-je dit. C'est mon avocate. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Rachel était très pragmatique. Elle ne s'est pas assise. Elle a placé le contrat sur la table basse. Il s'agit d'un contrat de remboursement légal, a expliqué Rachel. Il détaille la dette que vous devez à Madison Clark et Robert Dean. Il stipule un paiement mensuel de 1 000 $ dû le premier de chaque mois. Ce n'est pas négociable. Elle a étalé 3 exemplaires. Vous signerez chacun. Richard, Linda, Haley, vous êtes tous également responsables de la dette. Si l'un de vous ne peut pas payer, les 2 autres doivent le faire. C'est ce qu'on appelle la responsabilité conjointe et solidaire. Mon père l'a ramassé. Il l'a lu. Ma mère a lu par-dessus son épaule. Haley s'est contenté de regarder le sol. Il est également stipulé, a poursuivi Rachel, qu'en échange de cela, Madison ne portera pas plainte au pénal. Mon père m'a regardé. C'était un regard de pur soulagement désespéré. Où devons-nous signer, a-t-il dit. Ils l'ont signé un par un. Mon père, sa main était ferme cette fois. Ma mère, sa signature était crispée et en colère. Haley. Sa signature était un gribouillage enfantin. J'ai signé en dernier. Rachel a signé en tant que notaire. Elle a emballé ses exemplaires. J'ai emballé les miens. Vous recevrez un carnet de coupons de paiement par la poste, a déclaré Rachel. Le premier paiement est dû dans 2 semaines. Ne soyez pas en retard. Nous avons marché jusqu'à la porte. J'ai regardé en arrière. C'étaient 3 personnes assises sur un canapé piégé par un morceau de papier. J'avais mes limites et pour la première fois, elles étaient la loi. Quelques semaines plus tard, le premier chèque a été encaissé. 1 000 $. Il est apparu sur mon compte bancaire, un transfert électronique stérile. C'était le premier d'une longue série. J'avais quitté l'hôtel. J'ai eu mon propre appartement dans un nouvel immeuble du centre-ville. Je n'avais pas besoin de rester à Denver, mais je le voulais. Je ne voulais pas retourner à Francfort en courant. Je ne voulais pas courir, point final. Ma Challenger était dans le parking en dessous, en sécurité et propre. Un samedi clair et froid de fin d'automne, j'ai finalement fait ce que je voulais faire depuis 1 an. Je suis monté dans ma voiture. J'ai roulé vers l'ouest en sortant de la ville. J'ai pointé la voiture vers les Rocheuses du Colorado. J'ai remonté l'I-70 dans les montagnes. L'air s'est raréfié et refroidi. Le ciel était d'un bleu profond et vif. J'ai baissé les vitres. L'air de la montagne s'est engouffré, sentant le pin et la neige. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Le moteur était un grondement profond et régulier sous moi. Je ne roulais pas vite. Je roulais juste. J'ai pensé à mon grand-père, Walter. Je me suis souvenu de son garage qui sentait l'huile et la sueur. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit. Ce n'est pas la voiture qui compte, m'a dit. C'est ce qu'elle représente. J'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Quand j'ai acheté cette voiture pour la première fois, elle représentait le succès. C'était un trophée. C'était la preuve pour mes parents que j'avais réussi, que j'avais gagné quelque chose. Je l'agitais silencieusement devant leur visage. Voyez-moi, reconnaissez-moi, soyez fiers de moi. Et ils avaient pris ce trophée, et ils l'avaient écrasé. Mais maintenant, en conduisant sur cette autoroute de montagne, la voiture signifiait quelque chose de différent. Elle ne représentait plus mon succès. Elle représentait ma valeur. Ce n'était pas un trophée.
C'était une survivante. Tout comme moi. Je m'étais battu pour elle. Je m'étais battu pour moi-même. J'avais fait face à ma famille. J'avais fait face à leurs mensonges, à leurs manipulations, à leurs 30 ans de négligence émotionnelle. J'avais fait face à la petite fille en moi qui voulait juste que ses parents la voient. Et j'avais gagné. Cette voiture, ce métal, ce moteur. C'était la preuve physique que j'avais fini d'être leur utilité. J'avais fini d'être l'invisible. J'avais tiré un trait. J'avais construit une limite et je l'avais appliquée avec la loi. Je me suis arrêté à un point de vue panoramique. Je suis sorti. Le vent était vif. J'ai regardé au-dessus des vallées. Elles étaient immenses, vastes et silencieuses. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un texto de Jessica. Brunch demain, 10 h. J'ai souri. Absolument. À demain. J'ai rangé mon téléphone. J'avais ma famille choisie. J'avais mon travail. J'avais ma voiture. J'ai pensé à mes parents et à Alais. Ils étaient de retour dans cette maison, dans cette banlieue tranquille. Ils étaient probablement dans la cuisine à se disputer à propos de l'argent, à se disputer à propos de qui paierait quoi pour le chèque mensuel. Ils étaient piégés. Piégés par leurs propres actions, par leurs faiblesses, par le contrat qu'ils avaient signé. Je ne les détestais pas. Je ne ressentais plus de colère. Je me sentais juste calme. Je ressentais de la pitié, mais surtout, je me sentais juste libre. Je suis remonté dans la Challenger. J'ai tourné la clé. Le moteur a rugi à la vie, résonnant sur les montagnes. J'ai tourné la voiture vers l'autoroute. La route devant moi était à moi. Et cette fois, j'étais la seule derrière le volant. Si vous avez déjà dû vous battre pour le respect de votre propre famille, si vous avez déjà été la personne responsable qui est prise pour acquise, rappelez-vous que le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas le pardon. C'est la guérison.